Tu te trompes toujours. Tu ne me connais pas. Ma femme m'a jeté à la figure le collier qu'elle désirait. J'ai réalisé qu'elle avait raison. J'ai fait mettre la carte grise de sa voiture à mon nom. En voyant le papier, son arrogance a fait place à un silence de mort. Aurore m'a jeté mon cadeau d'anniversaire à la figure. Tu te trompes toujours. Tu ne me connais pas du tout. C'était le collier qu'elle avait montré du doigt des mois auparavant. Je l'ai attrapé, clairement. Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai fait authentifier un document. J'ai laissé la carte grise de sa voiture sur l'îlot de la cuisine. Et quand elle a remarqué ce qui était différent dessus, la pièce est devenue silencieuse. J'ai 37 ans, marié depuis 9 ans, et je viens d'apprendre qu'on peut passer une décennie avec quelqu'un et être toujours traité comme si on était trop stupide pour comprendre une communication de base. L'anniversaire d'Aurore était samedi dernier. Je l'avais planifié pendant des mois. En juillet, nous étions à un marché artisanal en plein air, une de ces foires d'artisanat du week-end qu'elle adore. Nous nous sommes arrêtés à un stand de bijoux. Elle a pris ce collier en argent avec un pendentif en pierre bleue, l'a tenu à la lumière, a souri en voyant comment il captait le soleil. Elle s'est même tournée vers moi et a dit « Regarde comme c'est beau », avant de le reposer avec un soupir rêveur, peut-être un jour. Elle était restée à ce stand pendant plusieurs minutes, le ramassant 2 fois de plus pour examiner la fabrication. J'ai pris une note mentale, j'y suis retourné la semaine suivante, je l'ai acheté, je l'ai caché dans mon bureau. Avance rapide jusqu'à samedi dernier. J'avais fait des réservations pour le dîner au restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous il y a 9 ans. La même table, si vous pouvez croire qu'ils ont gardé des archives aussi longtemps. Je lui avais acheté ses fleurs préférées, des pivoines blanches, celles qu'elle s'arrête toujours pour admirer chez le fleuriste mais qu'elle dit être trop chères. J'avais fait emballer le collier professionnellement au service d'emballage de luxe en centre-ville avec le ruban noué à la main et le papier gaufré qu'elle admire toujours dans leur vitrine. Tout était planifié, tout était réfléchi, du moins c'est ce que je pensais. Nous sommes rentrés du dîner vers 20h. Elle semblait assez contente. Elle a parlé de la nourriture, m'a remercié de me souvenir du restaurant, a mentionné à quel point c'était doux que j'ai demandé la même table. Je me sentais bien, optimiste, et j'ai même sorti le cadeau après que nous nous soyons installés sur le canapé avec du vin, le pinot noir du vignoble que nous avions visité pendant notre lune de miel. Elle l'a ouvert lentement, défaisant délicatement le ruban pour le conserver, comme elle le fait toujours. Elle a soulevé le collier de la boîte. L'a fixé du regard. Qu'est-ce que c'est ? C'est le collier du marché artisanal. Celui que tu regardais en juillet. Celui que tu as dit être beau. Elle l'a posé comme s'il était contaminé. Je n'en veux pas. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Tu le tenais littéralement à la lumière plusieurs fois. Tu as dit, peut-être un jour. C'était il y a des mois. J'étais poli avec le vendeur. Tu l'as ramassé 3 fois différentes. Tu l'as examiné. Tu as souri en le regardant. Tu m'as dit de regarder comme c'était beau. Parce que j'étais gentille. Je ne le voulais pas vraiment. La pierre est de la mauvaise couleur pour moi. La chaîne est trop délicate. Je ne porterai jamais ça. Tu as littéralement dit, peut-être un jour. Tu as dit, regarde comme c'est beau. C'est ce qu'on dit quand on flâne et qu'on ne veut pas être impoli. Comment ne peux-tu pas savoir ça ? Ma poitrine s'est serrée. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je veux que tu fasses attention, que tu me connaisses assez bien pour ne pas avoir à deviner, mais tu te trompes toujours. Tu ne me connais pas du tout. Elle a ramassé le collier et me l'a jeté à la figure. Pas doucement, elle l'a vraiment jeté. Je l'ai attrapé par réflexe, la chaîne s'en mêlant autour de mes doigts. Chaque année, a-t-elle continué, chaque anniversaire, chaque fête, tu te trompes. Et je dois faire semblant d'être reconnaissante pour des choses que je ne veux pas parce que tu es trop idiot pour comprendre ce que j'aime vraiment. Tu pourrais juste me dire ce que tu veux. Je ne devrais pas avoir à le faire. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Tu devrais savoir maintenant. Je ne suis pas un lecteur de pensée. Tu n'essaies même pas. Tu prends juste ce qui semble facile et tu appelles ça attentionné. C'est paresseux. Tu es paresseux. Je me suis levé, j'ai posé le collier sur la table basse à côté des verres de vin et des fleurs qui semblaient soudainement inutiles. D'accord, c'est ça. Juste d'accord.
Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Tu as été très clair sur ce que tu ressens. Je veux que tu t'excuses. Je veux que tu reconnaisses que tu ne fais pas d'efforts. Je suis retourné à ce marché spécifiquement pour t'acheter quelque chose que tu avais regardé. Je l'ai caché pendant 4 mois. J'ai fait des réservations dans un endroit qui compte pour nous. J'ai eu la même table. J'ai acheté des fleurs que tu admires toujours mais que tu n'achètes pas toi-même. Ce n'est pas un effort. C'est le mauvais effort. Ça ne compte pas si tu tentes les mauvaises choses. Je me suis éloigné, je suis allé dans mon bureau à domicile, j'ai fermé la porte, je me suis assis à mon bureau et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer, le son de ses pas en colère arpentant le salon résonnant à travers les murs. Ce n'était pas la première fois. Elle avait raison à ce sujet. Chaque occasion de donner des cadeaux ces dernières années s'était terminée de manière similaire. Jamais vraiment satisfaite. Toujours quelque chose qui n'allait pas. Toujours ce courant sous-jacent de déception que je devais deviner ce qu'elle voulait sans qu'elle ne le spécifie jamais. J'ai ouvert mon tiroir de bureau, j'ai sorti un dossier que je gardais depuis environ 6 mois. Des documents que j'avais commencé à préparer après la dernière dispute. Celle où elle m'avait crié dessus pendant 40 minutes à propos d'un cadeau de la Saint-Valentin. Je me suis dit que j'exagérais, que je n'aurais pas besoin de ces papiers, que nous nous arrangerions, que l'amour était censé suffire. J'ai ouvert le dossier, j'ai regardé l'accord de séparation que mon avocat avait rédigé. Tout ce dont il avait besoin était des signatures et une authentification. Je suis notaire public agréé pour mon travail de consultant. Je peux authentifier mes propres documents dans cet état tant que je ne suis pas partie à la transaction dans certains contextes. Cela correspondait. J'ai signé mon nom, les authentifié, les daté, les remis dans le dossier. Ma main était ferme. Cela m'a surpris. Puis je me suis souvenu d'autre chose. Sa voiture. Celle que je lui avais achetée il y a 3 ans pour notre anniversaire. Une Renault Espace toutes options parce qu'elle avait mentionné aimer leur apparence. Le titre de propriété était à mon nom uniquement parce que je l'avais payé en espèces. Nous ne l'avions jamais transféré en propriété conjointe. Elle avait l'intention de s'occuper du transfert de la carte grise, mais elle l'avait toujours reporté. Je le lui avais rappelé plusieurs fois. Elle avait dit que ça n'avait pas d'importance. Que c'était bien comme ça. Ce qui est à moi est à toi de toute façon, avait-elle dit. Ce sentiment me semblait d'une autre vie. Je suis allé au classeur, j'ai trouvé la carte grise, je l'ai apportée à la cuisine, je l'ai posée sur l'îlot où elle la verrait à la lumière du matin. Puis je suis allé me coucher dans la chambre d'Amy, fixant le plafond et écoutant ses pleurs dans notre chambre au fond du couloir. Mise à jour, un dimanche matin, je me suis réveillé vers 7 heures. Elle dormait encore dans notre chambre. J'ai fait du café, je me suis assis dans la cuisine, j'ai attendu. La maison semblait différente, plus calme. Ou peut-être que je remarquais juste le silence qui avait toujours été là. Elle est sortie vers 8h30, m'a vu assis là, a vu la carte grise sur l'îlot. Qu'est-ce que c'est que cette carte grise? Je peux le voir. Pourquoi est-elle ici? Regarde-la. Elle l'a prise, l'a lue. Son visage est devenu pâle. Que as-tu fait? J'ai corrigé une omission. La voiture est enregistrée à mon nom depuis 3 ans. Depuis hier à 16h, j'ai transféré la propriété exclusivement à mon nom et je t'ai retiré comme conductrice autorisée. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai fait. C'est ma voiture. Mon nom, mon argent, mon titre de propriété. Je viens de le rendre officiel dans tous les papiers. C'est ma voiture. Je la conduis tous les jours. C'était un cadeau. Un cadeau dont tu t'es plainte 17 fois. Trop grande, mauvaise couleur, pas le modèle que tu voulais, consomme trop d'essence, les sièges ne sont pas confortables, le système stéréo est de qualité inférieure. J'ai tenu le compte, alors je la reprends. On ne peut pas reprendre un cadeau. Regarde-moi faire. Les clés sont dans mon bureau. La voiture est toujours dans le garage, mais à partir de maintenant, tu n'es pas autorisé à la conduire. Si tu le fais, c'est techniquement un vol de voiture. C'est insensé. C'est psychotique. Laisse-le. Tu me jettes mes cadeaux à la figure et tu me dis que je suis paresseux et incompétent. Je clarifie la propriété. Cela me semble raisonnable. Pour une dispute à propos d'un collier.
Pour 9 ans de dispute à propos de cadeaux, d'efforts, de la façon dont je ne te connais apparemment pas du tout. Si je ne te connais pas assez bien pour t'acheter des bijoux, je ne te connais certainement pas assez bien pour te donner une voiture. Tu es vindicatif. Je suis clair. Tu veux fixer des limites sur ce qui compte comme un vrai cadeau? D'accord. Cette voiture n'est plus un cadeau. C'est ma propriété. Tu peux t'acheter ta propre voiture. Elle a commencé à pleurer. Je ne peux pas me permettre une voiture en ce moment. Tu le sais. Ça ressemble à ton problème. Comment suis-je censé aller au travail? Bus, Uber, vélo, demander à une amie, covoiturage, beaucoup d'options. C'est cruel. Non. Cruel, c'est de jeter le cadeau soigneusement choisi de quelqu'un à la figure et de le traiter de paresseux. Ce sont les conséquences. Elle a essayé d'attraper la carte grise. Je l'ai retirée. C'est la mienne. Si tu as besoin d'une copie pour tes dossiers, tu peux en demander une à la préfecture. Mais ce document montre que je suis le seul propriétaire. Cela ne changera pas. Je suis ta femme. Et pourtant, tu ne penses pas que je te connais. Alors pourquoi devrais-je subventionner le transport de quelqu'un qui a si peu de respect pour moi? Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte à clé, je l'ai entendu crier à travers pendant environ 10 minutes avant qu'elle n'abandonne. Finalement, j'ai entendu de la vaisselle se casser dans la cuisine. Je ne suis pas allé voir. Mise à jour 2, dimanche après-midi, sa sœur, Juliette, m'a appelé. J'ai répondu en haut-parleur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, bordel? Heureux de t'entendre aussi, Juliette. Elle m'a dit ce que tu as fait, prendre sa voiture. Tu es sérieuse? Très sérieux. C'est ma voiture. Je l'ai payée. Elle est enregistrée à mon nom. J'ai le droit de décider qui la conduit. C'était un cadeau. Tout comme le collier qu'elle m'a jeté à la tête. Apparemment mes cadeaux ne comptent pas parce que je ne la connais pas. Alors je les reprends. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Apparemment, le mariage signifie que je suis censé lire dans ses pensées et acheter des cadeaux parfaits sans aucune communication. J'ai essayé ça. Échec pendant 9 ans. Alors j'essaie quelque chose de nouveau. Tu l'as puni. Je me protège. De quoi? D'être dans une relation où rien de ce que je fais n'est suffisant et où l'on me dit constamment que je suis inadapté. Je suis fatigué. J'en ai assez. La voiture est à moi. Fin de l'histoire. Elle va divorcer à cause de ça. Ah oui? Eh bien, elle peut demander à son avocat de contacter le mien. Je lui épargnerai la peine, cependant. J'ai déjà rédigé les papiers de séparation. Silence à l'autre bout du fil. Alors tu la quittes? Je lui donne ce qu'elle veut clairement. Une vie sans mes tentatives d'amour paresseuses et incompétentes. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, Aurore a frappé à la porte du bureau. Pouvons-nous parler de régler ça? J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Du mascara coulant sur ses joues, les yeux gonflés. Le même visage qu'elle avait fait à notre mariage quand elle avait pleuré pendant ses vœux. J'avais cru que c'était des larmes de joie. Tu as vraiment rédigé des papiers de séparation? Oui. Pour une dispute? Pour un schéma. La dispute n'était que le dernier point de données. Je ne le pensais pas. J'étais juste frustré. Tu le pensais. Tu le pensais depuis des années. Tu l'as juste enfin dit clairement. Je ne veux pas divorcer. Alors tu aurais dû y penser avant de me jeter mon cadeau à la figure et de me dire que je ne te connais pas. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont contrariés. Vraiment? Ou disent-ils des choses qu'ils ont toujours pensées mais n'ont jamais eu le courage de dire à voix haute? Elle s'est assise par terre devant mon bureau, a mis sa tête dans ses mains. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien. C'est ça le problème. J'en ai fini de vouloir des choses de ta part. J'ai essayé pendant 9 ans d'être un bon mari. Chaque tentative a été critiquée. Chaque cadeau était mauvais. Chaque effort était insuffisant. Je suis fatigué. Alors, tu abandonnes? Non. J'ai abandonné d'essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui est déterminé à me voir comme inadapté.
Il y a une différence. Puis-je récupérer la voiture si je m'excuse? Non. Pourquoi pas? Parce que tu t'excuserais pour récupérer la voiture, pas parce que tu comprends ce que tu as fait de mal. C'est de la manipulation, pas du remords. Je comprends. Dis-moi ce que tu comprends. J'ai blessé tes sentiments. C'est ça. J'ai blessé tes sentiments. J'ai été cruel à propos du collier. Et je ne sais pas ce que tu veux que je dise. C'est ça le problème. Tu ne sais pas. Tu ne vois pas le schéma. Tu ne comprends pas pourquoi 9 ans de ça ont finalement brisé quelque chose en moi. Tu sais juste que je suis contrarié et tu veux arranger ça pour que les choses redeviennent normales. Qu'est-ce qui ne va pas avec la normale? La normale, c'est moi marchant sur des œufs à chaque occasion de cadeau, me demandant ce que je ferais de mal cette fois. La normale, c'est toi qui me dis que je suis paresseux pendant que je me plie en 4 pour te faire plaisir. La normale est épuisante. Je ne veux plus de la normale. Elle est restée assise là longtemps. J'ai fermé la porte, je suis retourné au travail, bien que je ne puisse pas me concentrer. Je fixais juste mon écran d'ordinateur en me demandant comment nous en étions arrivés là. Mise à jour 3, lundi, elle a appelé pour dire qu'elle était malade au travail. Je suis allé à mon bureau en centre-ville comme d'habitude. Quand je suis rentré ce soir-là, elle m'attendait dans la cuisine. Elle avait nettoyé la vaisselle cassée. J'ai fait le dîner. D'accord. Pouvons-nous manger ensemble? Parler? Bien sûr. Nous nous sommes assis à la table à manger. Elle avait préparé mon plat de pâtes préféré, celui avec la sauce maison que sa grand-mère lui avait apprise. Celui qu'elle ne fait que pour les occasions spéciales. L'ironie ne m'échappa pas. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, à ce que tu as dit, au schéma. Tu as raison, j'ai été critique des cadeaux. Je ne réalisais pas à quel point cela s'accumulait. D'accord, je veux y travailler. Aller en thérapie. Comprendre pourquoi je fais ça. C'est bien. Tu devrais faire ça. Tu viendras avec moi. Non. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un problème de couple. C'est ton problème. Tu dois comprendre pourquoi tu n'es jamais satisfaite. Je ne fais pas partie de ce processus. Mais nous sommes mariés. Nous devrions travailler ensemble. Nous sommes séparés. J'ai déposé les papiers ce matin. Tu seras notifié dans quelques jours. Elle a laissé tomber sa fourchette. Elle a cliqueté contre l'assiette, la sauce éclaboussant la nappe blanche. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait. 9 ans, c'est suffisant. J'en ai assez. Pour un cadeau d'anniversaire. Pour un mariage où je suis constamment inadapté. Le cadeau d'anniversaire n'était que le point de rupture. Je t'ai dit que j'allais y travailler. Génial. Travaille là-dessus pour ta prochaine relation. Celle-ci est terminée. Tu ne le penses pas. Je le pense absolument. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Elle a recommencé à pleurer. Et la maison? Notre vie. Tout ce que nous avons construit. La maison est à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu peux rester ici pendant 30 jours pendant que tu trouves un endroit. Après ça, tu sors. Je ne peux pas me permettre un logement en ce moment. Tu as un travail. Tu gagnes 60 000 € par an. Tu trouveras. Sans voiture. Sans ma voiture, tu peux acheter la tienne. Cela arrive à cause de ton ego. Parce que j'ai blessé ta fierté avec un seul commentaire. Non, cela arrive parce que tu m'as montré qui tu penses vraiment que je suis. Quelqu'un de paresseux, quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui ne te connaît pas malgré une décennie passée ensemble. Si c'est vrai, pourquoi rester marié à moi? Je ne le pensais pas littéralement. Alors pourquoi le dire? Pourquoi dire quelque chose d'aussi blessant si tu ne le penses pas? Elle n'a pas eu de réponse. Les pâtes ont refroidi dans nos assiettes, intactes. Mise à jour 4, mardi matin. J'ai reçu un appel de son père. J'apprends que tu divorces de ma fille. C'est exact. Pourquoi exactement? Demandez-lui. Je te le demande à toi. Elle a passé 9 ans à me dire que rien de ce que je fais n'est suffisant. J'ai fini par la croire. Le mariage est difficile.
On n'abandonne pas comme ça. Je n'ai pas abandonné. J'ai enduré pendant 9 ans. Elle a cessé de me respecter. Je ne fais que le rendre officiel. Elle t'aime. Elle aime l'idée de moi étant différent. Elle n'aime pas qui je suis réellement. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi me jette-t-elle mes cadeaux à la figure? Pourquoi me dit-elle que je suis paresseux? Pourquoi dit-elle que je ne la connais pas? Elle est parfois frustrée. Les femmes font ça. Les hommes se fatiguent parfois. Je fais ça. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Il a raccroché. J'ai bloqué son numéro, puis celui de sa mère, puis celui de Juliette. J'en avais assez d'être sermonné par des gens qui l'avaient vu me traiter de cette façon pendant des années et n'avaient rien dit. Mercredi, elle a emménagé définitivement dans la chambre d'amis. Nous nous croisions dans la maison comme des étrangers. Elle avait cessé d'essayer de me faire changer d'avis, ce qui signifiait qu'elle avait probablement consulté un avocat qui lui avait dit que j'avais des motifs pour tout ce que je faisais. Je l'entendais au téléphone tard le soir pleurer avec des amis, me dépeignant comme le méchant. Je m'en fichais. Jeudi, elle a été notifiée au travail. Elle est rentrée furieuse. Tu as vraiment déposé les papiers. Je t'ai dit que je les avais déposés. Tu ne m'as pas cru. Je pensais que tu te calmerais. Que tu changerais d'avis. Je ne suis pas émotif. Je suis décisif. Il y a une différence. Les papiers disent différence irréconciliable. Précis. Quelle différence? Parce que je n'aimais pas un collier. Parce que tu n'as jamais rien aimé. Parce que tu penses si peu de moi que tu ne peux pas imaginer que j'ai essayé. Parce qu'après 9 ans, tu penses toujours que je suis trop stupide pour te comprendre. Je n'ai jamais dit stupide. Tu as dit paresseux, incompétent. Tu as dit que je ne te connais pas. Quelle est la différence? Elle s'est assise sur le canapé. Je pensais que nous vieillirions ensemble. Nous nous sommes éloignés à la place. Ça arrive. Pas comme ça. Pas si vite. Ce n'était pas rapide. Ce furent 9 ans d'érosion lente. Samedi était juste le moment où le barrage a cédé. Mise à jour 5, vendredi, une semaine après son anniversaire, elle a essayé une approche différente. J'ai regardé le collier à nouveau. Il est vraiment joli en fait. J'avais tort. D'accord. J'aimerais le garder si ça ne te dérange pas. Il est à la poubelle. Tu l'as jeté. Tu me l'as jeté à la figure. Je l'ai jeté. Cela me semblait approprié. C'est mesquin. C'est une page qui se tourne. Elle a essayé plusieurs fois au cours de la semaine suivante de me faire changer d'avis. A proposé d'aller en thérapie. A proposé de faire des changements. A proposé de travailler sur sa gratitude. Chaque offre sonnait comme quelque chose que son avocat lui avait dit d'essayer. Je reconnaissais le langage. Trop formel, trop répété. Elle n'avait jamais parlé de gratitude de sa vie auparavant. Je n'ai pas bougé. Mise à jour 6, 2 semaines après le dépôt des papiers, nous avons rencontré nos avocats pour discuter de la répartition des biens. La réunion a duré 3 heures. Son avocat a essayé de faire valoir qu'elle devrait obtenir la maison parce qu'elle avait contribué au foyer en y vivant. Mon avocat a fait remarquer qu'elle n'avait rien payé pour le prêt immobilier, dont j'étais entièrement propriétaire avant le mariage. Son nom n'a jamais figuré sur le titre de propriété. Elle n'avait aucune réclamation. Ils ont essayé de s'attaquer à mes comptes de retraite. Mon avocat a montré que la majeure partie avait été accumulée avant le mariage. La portion pendant le mariage serait partagée équitablement, mais c'était moins que ce qu'elle espérait. La voiture a été abordée. Son avocat a soutenu que c'était un cadeau et donc la sienne. Mon avocat a sorti la carte grise montrant que je l'avais transférée uniquement à mon nom quelques jours avant le dépôt, légal et contraignant. Au final, elle obtiendrait une petite compensation des biens matrimoniaux, environ 20 000 €, et 30 jours pour quitter les lieux. C'était tout. Elle pleurait quand nous avons quitté la salle de conférence. Tu as vraiment pensé à tout. J'ai eu 6 mois pour me préparer. Utilise-les bien. Tu as planifié ça. Tu planifies ça depuis un moment. J'ai documenté les schémas, gardé des registres, me préparant pour le jour où assez était assez.
Samedi était ce jour-là. Donc, le collier n'était même pas le vrai problème. Tu étais déjà à moitié sorti. J'attendais de voir si les choses changeraient. Elles n'ont pas changé. Elles ont empiré. Samedi a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Tu ne me respectes pas. Jamais. Je te respectais. Au passé. Noté. Dernière mise à jour, c'était il y a 6 semaines. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Elle a déménagé de la maison il y a 3 semaines. Elle a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. J'entends dire qu'elle prend le bus pour aller travailler, s'en plaignant à quiconque veut l'écouter. Apparemment, les transports en commun sont en dessous d'elle. Une autre chose que j'aurais dû savoir, j'ai gardé la maison, la voiture, la plupart de mes comptes de retraite. Elle a obtenu un règlement qui la tiendra quelques mois. Après cela, elle se débrouille seule. Des amis communs ont pris parti. La plupart se sont rangés de son côté au début, entendant sa version où je suis un vindicatif qui a mis fin à un mariage à cause d'un cadeau d'anniversaire. Quelques-uns ont demandé ma version. Je leur ai montré des dossiers, des années de SMS où elle se plaignait des cadeaux, des emails où elle détaillait toutes mes insuffisances. Le schéma était indéniable. Ses amis ont changé d'avis. Certains se sont excusés. Certains l'ont discrètement désabonné sur les réseaux sociaux. Certains m'ont dit qu'ils l'avaient toujours trouvé trop critique, mais qu'ils ne voulaient pas interférer. Sa famille me déteste toujours. Je m'en fiche. Je ne les ai jamais beaucoup aimés de toute façon. Ils ont permis son comportement, prenant toujours son parti, toujours trouvant des excuses pour expliquer pourquoi elle était juste particulière ou avait des standards élevés. On m'a demandé si je le regrettais. L'option radicale pour un collier. La réponse est non. Le collier n'était que le catalyseur. Le mariage était mort depuis des années. J'étais juste trop attaché pour l'admettre. Quand quelqu'un te jette ton amour à la figure et te traite de paresseux, il te dit ce qu'il ressent vraiment. J'ai finalement écouté. Le collier est toujours à la poubelle quelque part, enterré dans une décharge maintenant, probablement. La voiture est toujours dans mon garage, bien que je songe à la vendre. Trop de souvenirs attachés. La maison est silencieuse et mienne. La vie que je construis est lente et prudente et entièrement selon mes conditions. Certaines personnes pensent que j'ai surréagi, que j'aurais dû essayer la thérapie d'abord, lui donner une autre chance. Mais je lui avais donné 9 ans de chance, 9 ans d'essayer de décoder ce qu'elle voulait. 9 ans à me faire dire que j'avais échoué. J'en ai assez d'échouer pour les standards impossibles de quelqu'un d'autre. La carte grise sur l'îlot de la cuisine a été le moment où elle a réalisé que je ne bluffais pas, que je n'allais pas supplier, négocier ou essayer de la reconquérir, que je m'étais déjà détaché. Elle avait passé 9 ans à traiter le mariage comme une évaluation de performance où je ne répondais jamais tout à fait aux attentes. J'ai mis fin à l'emploi. Maintenant, elle peut trouver quelqu'un d'autre à critiquer, quelqu'un d'autre à qui jeter des cadeaux, quelqu'un d'autre qui tolérera d'être appelé paresseux et incompétent, quelqu'un qui continuera d'essayer de lire dans ses pensées et échouera inévitablement. Je suis occupé à être suffisamment moi-même. Il s'avère que c'est suffisant. J'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux, juste des cafés ici et là. C'est étrange à quel point c'est différent quand quelqu'un dit merci et le pense vraiment. Quand quelqu'un apprécie l'effort au lieu d'en disséquer les défauts. Quand quelqu'un voit un cadeau comme un geste d'amour au lieu d'une preuve d'insuffisance. La semaine dernière, j'ai eu un 3e rendez-vous avec une femme nommée Sophie. Nous sommes allés dîner et après, je l'ai raccompagnée à sa voiture. Elle m'a remercié pour la soirée, a dit qu'elle avait passé un moment merveilleux. Puis elle a remarqué ma montre, une chose simple, rien de cher, et a commenté qu'elle l'aimait. J'aime son look classique, a-t-elle dit. Ça te va bien. C'était une si petite chose, un commentaire anodin, mais j'ai réalisé qu'en 9 ans de mariage, mon ex-femme n'avait jamais complimenté quelque chose que j'avais choisi. Ni mes vêtements, ni ma coupe de cheveux, ni la façon dont j'avais rénové la salle de bain, rien. J'apprends ce que ça fait d'être suffisant, de voir son effort reconnu au lieu d'être examiné, d'être apprécié au lieu d'être évalué. C'est étranger. C'est inconfortable, mais c'est aussi addictif de la meilleure des manières. La maison ne résonne plus. J'ai réarrangé les meubles, peint quelques pièces, je l'ai faite mienne d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant.
Chaque changement est un petit acte de réappropriation. Chaque décision est la mienne seule. Pas de négociation, pas de compromis, pas de marcher sur des œufs en me demandant si je fais les choses mal. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Fini d'essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui est déterminé à ne pas le donner. Fini d'accepter les critiques déguisées en sollicitude. Fini de croire que si j'essayais juste plus fort, faisais mieux, faisais plus attention, elle serait enfin satisfaite. La vérité est qu'elle n'allait jamais être satisfaite. Pas avec moi. Peut-être pas avec n'importe qui. Certaines personnes portent un vide qu'aucun cadeau, aucun geste, aucune quantité d'effort ne peut combler. J'ai passé 9 ans à essayer de le combler. Tout ce que j'ai obtenu, c'est l'épuisement. Alors me voilà. 37 ans, divorcé, recommençant à zéro. L'histoire que les gens raconteront dépendra de qui la raconte. Sa version fait de moi le méchant. La mienne fait de moi le survivant. La vérité est probablement quelque part entre les deux, mais je suis le seul à devoir vivre avec mes choix. Et je peux très bien vivre avec eux. Le collier est dans une décharge. La voiture est dans mon garage. Le mariage est du passé. Et je construis un avenir où assez est vraiment suffisant. Cette carte grise sur l'îlot de la cuisine a tout changé. Ce fut le moment où j'ai arrêté de demander la permission de me valoriser. Le moment où j'ai arrêté de négocier ma valeur avec quelqu'un qui avait déjà décidé que je n'en avais aucune. La meilleure décision que j'ai jamais prise.